Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Séville pour ce numéro consacré à la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, on fête le 25 novembre, c'est la journée internationale contre l'élimination des violences faites aux femmes. Pour cela, nous avons choisi de venir ici, à Séville, pour rencontrer Radiyatou. Elle a été victime de viol, elle a choisi, elle, de témoigner à visage découvert. Vous allez voir, tout au long de son témoignage, on découvre les conditions de vie dans la vie des camps à Tindouf. Pour la petite histoire, Radiyatou est originaire du Sahara occidental, un territoire aujourd'hui contrôlé par le Front Polisario. La jeune femme a passé toute son enfance dans les camps de Tindouf. Comme elle, près de 155 430 réfugiés sahraouis se trouvent dans les camps administrés par le Front Polisario, selon la Direction générale de l'aide humanitaire ECHO de la Commission européenne. Où est situé le Sahara occidental? Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental s'étend sur 266 000 km² du nord-ouest de l'Afrique, bordé par la province marocaine de Tarfaya au nord, l'Algérie au nord-est, la Mauritanie à l'est et au sud, tandis que sa côte ouest donne sur l'Atlantique. Le territoire est revendiqué à la fois par le Maroc et par le Front Polisario. Au fil des années, le Front Polisario est devenu un enjeu de rivalité entre le Maroc et l'Algérie. En effet, à la demande du Maroc, le Sahara occidental a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes selon l'ONU. De nombreuses ONG dénoncent les situations dans les camps de Tindouf. Nous avons pu recueillir le témoignage de Radiyatou grâce à l'Agence internationale pour le développement, Aide Fédération, qui est une organisation non gouvernementale d'aide humanitaire et d'action au développement. Comme annoncé tout à l'heure, nous sommes venus à la rencontre, ici à Séville, de Radiyatou. Elle est sahraoui, elle a été victime de viol. Je vous propose d'écouter son témoignage. Bonjour Radiyatou. Voilà. Radiyatou, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quand a eu lieu le viol? Hola, mi nombre es Radiyatou. Bonjour, je suis Radiyatou Mahmoud, je suis des camps de Tindouf. Ce qui m'est arrivé, ça s'est passé en Algérie, plus exactement à la représentation du Polisario à Alger. À l'époque, Brahim Ghali était le représentant du Polisario à Alger. Et actuellement, il est le chef du Polisario. J'ai toujours eu beaucoup de mal d'en parler de ce sujet et de le vivre à nouveau. C'est horrible ce qui s'est passé. Je suis partie pour demander un visa en Algérie à travers une invitation que j'avais reçue d'une association qui s'appelle Sahara Marathon. Car à l'époque, j'étais traductrice. C'est vrai qu'il m'avait donné un rendez-vous assez tardif, à 7 h du soir. J'étais calme parce que pour moi, il s'agissait d'un responsable. On ne peut pas penser quelque chose de mauvais de cette personne. Au moment d'aller chez lui, je ne veux même pas me rappeler de ce moment. Et c'est à ce moment-là que j'ai été violée. Donc à partir de ce moment, j'ai décidé de prendre ma vie en charge. J'ai décidé de lutter. Dans un premier moment, j'ai décidé de contacter ma famille. Cependant, notre société conservatrice ne permet pas de parler de ce genre de sujet. L'entourage, la famille, on est très conservateurs. Mais après, par la suite, j'ai décidé de ne pas me taire. Je dois lutter et je ne dois pas me taire. Par la suite, j'ai décidé de porter plainte auprès de la justice espagnole à l'audience nationale. La procédure, elle est toujours en cours pour obtenir justice, car dans les camps de Tindouf, il n'y a pas de justice. Grâce à mes allers-retours en Espagne, m'ont permis d'avoir les idées beaucoup plus claires. Dans un premier temps, je n'ai pas eu beaucoup de soutien, sauf de la part de mon frère Brahim, mon frère qui est décédé. Quel âge aviez-vous quand vous avez été violée? J'avais 20 ans. Est-ce que vous pouviez me dire quelle est la première réaction à laquelle vous avez pensé? Est-ce que vous souhaitiez d'abord prévenir votre famille? Qui dans votre famille vous avez prévenu en premier? Ma mère. Pourquoi aujourd'hui avez-vous décidé de témoigner face caméra? Parce que j'aime pas l'injustice. On a tous le droit à lutter, à avoir une vie digne et ne laisser aucune injustice à notre encontre. Pourquoi avez-vous décidé de porter plainte en Espagne contre le président Brahim Ghali? J'ai présenté ma plainte avant qu'il devienne chef du Polisario. Comment je ne vais pas porter plainte contre quelqu'un qui a marqué ma vie? Comment puis-je me taire? Jamais je vais me taire.
et je vais lutter avec toutes mes forces jusqu'à obtenir justice. Malgré que la société ne m'a pas soutenue. Tout le monde me pointe du doigt et dit « voilà ce que Khadijatou a fait ». Parce que la majorité des femmes dans les camps de Tindouf ne sont pas capables de porter plainte contre ce genre de violation. Mais moi, j'ai décidé de faire face. J'ai la conscience tranquille parce que moi, je n'ai rien fait. Je suis uniquement en train de lutter pour un droit en tant que femme et en tant que personne. On a tous le droit de vivre en dignité. Les femmes sahraouis cachent beaucoup de choses à cause de la peur et parce qu'ils n'ont pas de valeur. Aussi à cause de l'ignorance, leurs droits sont complètement bafoués. Mais pas moi. Je ne pense pas me taire et je compte consacrer ma vie à lutter pour que justice soit faite pour moi. Tout le monde s'étonne, tout le monde dit comment une fille sahraoui d'une grande famille, comment elle peut sortir devant les caméras et parler d'un sujet aussi tabou, qu'elle a été violée et avec tous les détails. D'ailleurs, beaucoup de membres de ma famille étaient contre. Et ils m'ont même reproché le fait d'avoir sorti en télévision à raconter ce qui m'est passé. Mais après, ils m'ont tous demandé pardon, en me disant que j'avais raison et en saluant mon courage. Et ils m'ont même dit que j'ai raison de porter plainte. Ma mère aussi, au début, elle était totalement contre. Elle me disait non, non. Mais après, elle s'est rendue compte que c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe. On doit tous affronter et on ne doit pas se taire et on doit dénoncer les violations. Que ce soit de la part d'un représentant, que ce soit de la part d'un président, il faut dénoncer. Ma mère, aujourd'hui, elle comprend, elle se préoccupe, elle me demande même de comment ça se passe, elle me demande d'après les nouvelles de la procédure. Et cela, ça me donne beaucoup de soutien. Est-ce que vous avez été menacée quand vous avez décidé de porter plainte? Personnellement, je n'ai jamais été menacée. Par contre, mon frère qui est décédé, oui. Après avoir porté plainte, et puisque la question est devenue publique car ça a été médiatisé, à Rabouni, qui est un peu le centre où il y a un petit peu tous les gens qui ont le pouvoir, quelques policiers ont approché mon frère pour lui dire « Voilà, votre sœur a porté plainte. Cela ne doit pas être fait, les femmes sahraouis ne font pas ce genre de choses. Et si vous pouvez dire quelque chose à votre sœur pour qu'elle évite de faire cette question publique. » Mon frère leur a répondu que ma sœur est libre de faire ce qu'elle veut et que c'est le droit de ma sœur de porter plainte. Moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème. Mon frère, oui. Mon frère était merveilleux. Il a toujours exprimé son soutien envers moi et qu'il sera toujours avec moi pour le meilleur et pour le pire. Dans quelles conditions, dans quelles circonstances s'est passé ce viol? Raconter ça, c'est très dur. C'est quelque chose que je vis le jour à jour. Je suis avec des psychologues pour essayer de me guérir. Toute personne qui a souffert un viol, c'est très difficile de le surmonter par la suite. Mais on ne peut pas perdre l'espoir de renaître. Ce qui s'est passé, c'est très dur. Et je n'ai pas eu l'occasion de trop en parler car il a toujours été un sujet tabou. Ce qui s'est passé en été 2010 à la représentation du Polisario à Alger. Il était 7 heures du soir. Il y a beaucoup de détails que j'essaie d'oublier parce qu'ils me font très mal et j'essaie de ne pas en parler. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques souvenirs qui vous restent de votre vie dans le camp Tindouf en Algérie? Malgré que c'est des camps, j'ai toujours été une fille très vivante, avec beaucoup d'objectifs dans la vie. J'ai toujours voulu faire beaucoup de choses, mais après voir autant d'injustices, surtout après avoir eu l'opportunité de venir en Espagne dans le cadre du programme Vacances en paix, une fois que j'ai atteint la majorité, mais je ne voyais plus de bonnes choses là-bas. Vous pouvez revenir sur les conditions des femmes dans les camps sahraouis? Oui, la vie de la femme sahraoui au camp de Tindouf est une vie indigne. C'est une femme humiliée, bafouée, sans aucun respect de la part de la société. La femme sert que pour avoir des enfants
fondée de la famille, être comme une esclave, c'est la seule tâche de la femme sahraoui. Il y a beaucoup d'injustices qui sont commises contre elle. Par exemple, une femme qui subit un viol, elle est automatiquement mise dans une prison. Après qu'elle soit mise dans cette prison, on ne reçoit aucune nouvelle d'elle. La femme en général, dans le camp de Tindouf, elle n'a aucune voix, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer. Elle est humiliée tout au long de sa vie. Malheureusement, elle n'a aucun droit. Beaucoup d'injustices sont commises contre elle. J'aimerais bien que les femmes sahraouies puissent s'exprimer. C'est dommage, elles ne peuvent pas s'exprimer et elles n'ont pas le courage de parler. Même la société ne lui permet pas de s'exprimer. Il n'y a même pas un endroit où les femmes puissent discuter entre elles leurs droits. La femme sert pour une seule chose, qui est fonder une famille, avoir des enfants, rester à la maison et rien d'autre. Et en plus, elle n'est pas respectée dans la société. Et c'est très dur. Et ce qui est dommage, c'est que c'est des femmes fantastiques. C'est les lois qui sont imposées à ces femmes. Des lois imposées par un pouvoir qui est le Polisario. D'ailleurs, cette prison, elle a été créée par le Polisario. Il s'agit d'une prison pour femmes, mais en fait, c'est une prison comme toutes les autres prisons. C'est un département en plus du Polisario. C'est des femmes qui sont là-bas, qui sont maltraitées, qui sont humiliées dans ces prisons. C'est ça la Mujer Sahraoui. Je voudrais ajouter quand même quelque chose de très important. Il s'agit de l'excision. Je l'ai souffert, l'excision. Dans les camps de Tindouf, on pratique toujours l'excision. Certes que ça a diminué grâce à quelques personnes qui ont lutté contre cet acte. Elle existe toujours dans les camps de Tindouf. Pas comme avant, mais elle existe toujours. Moi aussi, je l'ai souffert. Et c'est une des choses pour laquelle les femmes devraient aussi lutter. Il s'agit en effet d'un sujet qu'on ne parle jamais. C'est un sujet qui affecte directement les femmes et on n'en parle jamais. Et c'est un autre droit des femmes qui est encore bafoué. Il faut lutter aussi contre ça et de montrer à la communauté internationale qu'il existe. C'est important de dire à la communauté internationale qu'il existe un régime autoritaire qui malheureusement qui vit au détriment des gens, en leur promettant, en leur faisant des fausses promesses et que le différend sera résolu. Il s'agit de mensonges. Ce n'est pas une réalité. Il n'existe pas de droit. Il ne s'agit que d'une mafia. Moi, je les appelle comme ça, qui s'appelle le Polisario. C'est un groupe de voyous sans scrupules. Si vous n'avez pas quelqu'un au pouvoir, vous n'existez pas. Vous n'avez aucun droit. Par contre, si je connais quelqu'un dans le pouvoir, je peux vivre avec dignité. Les droits, c'est pour eux et pour leur entourage. Le reste vit dans des camps au milieu du désert, en attendant de résoudre un conflit. Vous venez de nous dire que vous avez subi en fait une excision. Vous avez été excisée à quel âge et par qui? J'étais très jeune. D'ailleurs, moi, je ne me rappelle pas. Et je ne me suis rendu compte que quand je me suis rendue en Espagne. En Espagne, j'ai eu une hémorragie. Je suis partie chez le médecin. C'est ma famille qui m'a accompagnée. Et c'est à ce moment-là que le médecin me dit que j'ai une excision. J'ai demandé par la suite à ma famille qui m'a fait ça. Et ils m'ont répondu que c'était la grand-mère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes seule à mener ce combat pour dénoncer les violences faites aux femmes, les viols aussi faits aux femmes? Si je suis seule? Non. Il y a des personnes qui s'intéressent à mon problème. D'ailleurs, mon rêve, c'est de me consacrer à cela, à parler de mon problème, à parler au nom d'autres femmes. J'ai des amis qui me soutiennent, qui demandent toujours d'après moi, ils demandent de mes nouvelles. Et aussi, j'ai ma famille adoptive, ma famille espagnole. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai un nouveau regard sur la vie. Je vis l'avenir d'une autre façon. Grâce à eux, grâce à leur éducation, m'ont appris que la femme est une femme et que l'homme est un homme et qu'on a tous des droits. Et par la suite, j'ai adopté la même mentalité, la même ouverture. Tu es un homme, je suis une femme et on a tous les mêmes droits. Et c'est ce que les femmes au camp de Tindouf ne connaissent pas. Il existe des violations, il existe des viols, il existe l'excision, mais les femmes ne sont pas capables d'en parler. Au moment où j'habitais encore dans les camps de Tindouf, et j'ai travaillé avec quelques ONG en tant que traductrice, on nous orientait pour dire ce qu'ils voulaient.
On ne pouvait pas s'exprimer comme on voulait. Vous me comprenez? Par exemple, on reçoit la visite d'une organisation de la Catalogne sur les droits de l'homme. Moi, je ne peux pas m'exprimer librement. Non, impossible. Moi, je dois dire exactement ce que l'autre est en train de me dicter. Et l'autre, c'est quelqu'un du Polisario. À la fin, ce sont des témoignages orientés. Moi, j'étais traductrice, j'avais mon expérience, et malgré ça, c'est eux qui m'orientaient à ce que je dois dire. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que vous ayez porté plainte a porté ses fruits? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez une date pour un procès? Oui, effectivement. Il y a une plainte portée auprès de l'audience nationale en Espagne, mais lui, il ne s'est jamais présenté. Mais la plainte contre Brahim Ghali, elle est déposée. Et moi, j'attends toujours une réponse. Une fois qu'il accède en Espagne, à ce moment-là, on peut l'interpeller pour un interrogatoire. Mais en attendant, c'est sa parole contre la mienne. Donc c'est une lutte continue et il faut avoir beaucoup de patience. Et c'est ce que je fais, j'attends et j'espère que justice soit faite. Aujourd'hui, comment en tant que victime de viol et de violence, vous arrivez à vous reconstruire? D'une seule façon. Et vous savez laquelle? Que j'ai eu le courage de traverser les frontières et de pouvoir dénoncer. Il y a beaucoup de femmes au camp de Tindouf qui n'ont pas cette possibilité, ni ce privilège, comme moi. C'est ce qui fait que j'ai le courage de tous les jours et de remercier Dieu d'être là en Espagne, où ma voix est entendue et où je peux lutter pour mon droit en tant que femme. C'est la seule chose qui me maintient en vie. Vivre dans une société où la voix des femmes elle est entendue, où je peux lutter en tant que femme pour mes droits, pour mon orgueil, pour ma dignité, pour ce que je pense. C'est ce qui me maintient en vie. Et c'est la base qui me nourrit le jour à jour. Aussi, le fait de pouvoir discuter de mon problème avec n'importe qui. Il y a 2 jours où je me sens très très mal et j'ai besoin d'en parler. Donc je vais vers une amie ou une voisine et on peut discuter normalement. Au camp de Tindouf, on ne peut parler avec personne car il s'agit d'un sujet tabou. Je pars aussi chez le psychologue. Est-ce qu'on parle des cas des violences, des cas des viols? Est-ce que c'est des sujets que vous aviez déjà entendus quand vous étiez dans les camps? Si, beaucoup de fois. Beaucoup de voisines ont été violées. Ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, ni 4. Beaucoup. Et c'est ce qui me fait enrager. Elles se taisent. Elles n'ont pas le courage d'en parler parce qu'elles vont finir en prison. Il y a même des femmes qui ont été violées à plusieurs reprises. Elles ne sont pas capables de dénoncer. D'ailleurs, une fois chez la police, la première chose qu'on reproche aux femmes, c'est qu'est-ce qu'elles faisaient, elles, à cet endroit. Pourquoi vous étiez dehors chez vous? Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre? Est-ce qu'on n'a pas le droit de sortir de chez nous? Il y a beaucoup de cas. Il faut dévoiler cette réalité. J'ai même un exemple proche de la famille. J'ai une cousine qui souffre d'un handicap mental. Elle a été plusieurs fois violée et elle tombe enceinte et la police vient la chercher pour l'emmener en prison. Et c'est une femme qui a besoin de soins médicaux. C'est une cousine à moi, elle est de ma famille. Malheureusement, elle a eu beaucoup d'enfants parce qu'elle vit dans la rue. D'ailleurs, au lieu de lui procurer une assistance sanitaire à cause de son handicap, elle est menée directement en prison. Il y a beaucoup de femmes violées. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est horrible. Je voudrais dire à toutes les femmes, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit leur religion, de ne pas se taire, de ne pas laisser passer aucune injustice. Il ne s'agit pas de religion. On a tous droit à une vie digne. Je dis à toutes les femmes au camp de Tindouf de ne pas se taire. Elles ont des droits pour lesquels elles doivent lutter. Bien sûr, il faut qu'elles luttent. Il faut qu'elles luttent pour leurs droits. Et ce n'est jamais trop tard pour se guérir. Est-ce que si jamais un jour votre procès, vous gagnez votre procès par exemple, est-ce que cela vous changera complètement votre vie ou pas du tout? Bien sûr, je ne perds pas espoir. Si un jour justice se fait, je vais renaître à nouveau, une nouvelle Khadijatou Srane. D'ailleurs, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire. C'est mon souhait quotidien et je ne perds pas espoir.
Vous nous avez dit tout au long de cet entretien toutes les violences dont sont victimes les jeunes femmes, les filles, dans les camps. Est-ce que vous pensez que ces violences-là sont aussi liées au fait que vous soyez, par exemple, des femmes musulmanes? Est-ce que c'est un rapport pour vous avec la religion? Non, non. La religion n'a rien à voir. La priorité dans les camps de Tindouf, c'est de dévoiler cette mafia qui s'appelle le Polisario, qui est en train de manipuler les personnes qui habitent dans les camps. Il y a un milieu, il y a des circonstances, il y a des mesures qui sont imposées par le Polisario dans les camps de Tindouf. Imaginez, il n'existe aucun endroit dans le monde en 2017 où tous les droits sont bafoués. Et encore moins aller dénoncer que quelqu'un m'a violée. Tant que le Polisario existe, aucun droit ne sera octroyé à ces personnes. Et personne n'aura une vie digne. C'est ça le vrai problème. Imaginez, ça ne s'arrête pas juste au niveau des plaintes. Un simple document, comme par exemple un permis de conduire, on ne peut pas l'obtenir si on ne connaît pas quelqu'un de l'entourage des responsables du Polisario. Je ne vais pas arrêter de le dire. Tant que ces misérables sont là, aucune justice ne sera faite, ni pour les femmes, ni pour les enfants, ni pour les personnes âgées des camps de Tindouf. Par contre, le Polisario et leur entourage assurent tout ce qu'il faut pour leurs enfants. Ils font des études en Amérique latine, en Europe. Ils jouissent par la suite de très bons postes de travail. Tout ce que je vous raconte est une réalité. Mais le Polisario ne veut pas montrer cette réalité, car il préfère les traiter comme des esclaves. C'est pour cela que je dis à tout le monde de montrer ces réalités qui sont des injustices. Que nous appartenons au Polisario, à l'Afrique ou à n'importe quelle partie dans le monde, nous avons le droit de vivre une vie digne comme n'importe quelle personne. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quelle question. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une très grande dépression qui a duré presque un an, où j'étais perdue, totalement désorientée et j'étais pas bien. J'avais le regard vide, complètement perdu. Je n'arrivais pas à me concentrer, car la seule chose que j'avais en tête, c'était cette image, aussi horrible. J'ai eu beaucoup de mal, et ça dure encore. Moralement, j'étais très affectée, très mal, mais je suis en vie. Et tant que je suis en vie, je vais me récupérer petit à petit. Je suis une personne qui a les idées claires, et je ne pense qu'à mon problème, et à pouvoir militer pour cette cause. Mais pourquoi pas, un jour je pourrais fonder une famille. Ma priorité est de surmonter ce problème, lutter pour que ça ne se répète pas, mais ce n'est jamais trop tard. Je peux toujours avoir une famille. C'est moi qui vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici et merci d'être ici à Séville. Bien sûr, je remercie aussi toute l'équipe. La société participe-t-elle à la culture du viol? Malheureusement, je suis portée à dire que oui, d'une certaine manière. Non pas comme le viol, non pas le viol comme objectif, mais simplement c'est que quand on voit l'articulation de la société, j'aimerais dire que le viol est souvent une conséquence d'un certain schéma de pensée, une conséquence de certains us et coutumes, une conséquence du regard qui est porté sur les femmes en général. C'est tout cela qui produit que d'aucuns en viennent à poser cet acte criminel qu'est le viol. Alors, bien évidemment, toute société voudrait et pourrait s'en défendre, mais si l'on observe chaque étape qui puisse avoir pour conséquence le viol, on serait étonné de voir que, en réalité, pas grand monde, ni les coupables en général des hommes, ni les victimes en général les femmes, ne mesurent que tout cela, ces manières de faire, ces manières de penser, peuvent conduire à la vulgarisation du viol, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le viol aujourd'hui, malheureusement, n'est plus un acte isolé.
on voit bien que, avant que d'être violées physiquement, les victimes l'auront été moralement parfois. Nous sommes dans un monde moderne, où que l'on soit, en Afrique ou partout ailleurs, et le monde moderne, en tout cas, s'invite, au travers des médias notamment, dans la structuration de la pensée, des schèmes de pensée. Je vais prendre les choses les plus banales. Quand on regarde tout ce qui est l'industrie de la musique, l'image souvent qui est véhiculée, et je voudrais ici rappeler que les clips vidéo sont encore plus vulgarisés que le cinéma, parce que le cinéma, il faut se lever pour y aller. Le cinéma, il faut prendre le temps de s'installer devant son écran pour voir un film. Mais la musique, ce format court, qui est celui qui caractérise les clips vidéo, est tel que en moins de 3 minutes, souvent c'est le temps d'une chanson, on peut constater toutes sortes d'images. Et dans ces images-là, ce qui est donné à voir, c'est la posture, le rôle qui est joué, qui est tenu par les femmes. Je rappelle que c'est une mise en scène. Mais cette mise en scène est révélatrice de ce que, de pratiques déjà à l'œuvre dans les sociétés. Le rapport, l'articulation des rapports sociaux entre les femmes et les hommes, le rapport dominant-dominé, peut produire que les femmes ne soient pas entendues, leur avis ne soit pas pris en compte. Est-ce qu'elles le veulent, cette posture-là de femmes en décalage par rapport au pouvoir des hommes? Est-ce que c'est juste parce que c'est une mise en scène? Rien n'est moins sûr. La société produit-elle le viol? Oui, malheureusement, et on peut le dire, on peut le constater. Et dénoncer ce qui est ambiant quand même dans toutes les sociétés, l'idée que les hommes se font d'être maîtres de d'avoir un droit de vie et de mort, disons-le comme cela, sur leur entourage au sein duquel se trouvent des femmes. Voilà, il y a cette structuration qui veut que, malheureusement, les hommes sont dans un comportement, on va dire, permissif. Qui va s'insurger vraiment? La honte pour les victimes va être telle qu'elles ne vont pas nécessairement dénoncer ce qu'elles ont subi. Et les hommes se disent entre eux que de toute façon, très probablement, chacun fait ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des choses que l'on fait en cachette souvent, que l'on ne pourrait pas assumer publiquement, mais l'illusion que c'est répandu, d'ailleurs les hommes se désignent comme souvent étant d'une nature prédatrice, et un prédateur n'écoute pas sa proie. Un prédateur se suffit, se contente d'être un prédateur, et tant pis pour la proie. Mais les femmes ne sont donc pas des proies, et l'occasion qui m'est donnée ici est de dénoncer non pas seulement les coupables de viol, mais la société, les sociétés tout entières. Il est nécessaire de revoir un certain nombre de choses. Ne peut-on pas, malgré le code de la famille ça et là, malgré les pratiques traditionnelles, ne peut-on pas reconsidérer la posture des femmes? Ne peut-on pas cesser de les considérer comme des cadets sociaux? Les cadets, ce sont des enfants, mais les femmes sont des adultes. Et pour celles qui ne sont pas encore adultes, je parle des jeunes filles, des enfants qui subissent le viol. Il va de soi que le monde des adultes, en l'occurrence hommes et femmes compris, devrait pouvoir servir de bouclier pour préserver leur innocence, pour préserver leur prime jeunesse. Mais à cet exercice-là, encore une fois, encore faut-il que les hommes et les femmes s'entendent sur qui est-ce qui décide qu'un tel acte est répréhensible et un tel autre est, entre guillemets, considéré comme étant normal. Comment sensibiliser les hommes sur le viol et les violences? Alors, très curieusement, ce que l'on observe tout de même, c'est que les hommes, en général, sont friands de légitimité. On le voit bien dans toutes sortes d'actions, de mouvements avec des revendications identitaires, des revendications culturelles, des revendications pour leurs droits. D'ailleurs, on parle bien du droit des hommes, même si, bien évidemment, dedans, on veut y inclure les femmes. Enfin, on voit bien que les hommes, quand ils se sentent floués et qu'ils veulent obtenir justice, ils sont très actifs.
Mais très curieusement, on ne les voit plus forcément impliqués dans des causes que l'on désigne comme étant les droits des femmes. Mais s'il y a des droits des femmes, est-ce que c'est par opposition aux droits des hommes? Je ne sais pas ce qu'il faudrait en penser, mais le fait est que pour sensibiliser les hommes sur le viol et les femmes, il faudrait simplement les amener à comprendre que ce qu'ils subissent lorsqu'ils sont floués dans leur légitimité est aussi important, est autant important que les revendications qui sont celles des femmes en tant qu'êtres humains déjà, et qu'ils ne peuvent pas, dans leurs revendications où ils se sentent floués, avoir cette schizophrénie sociale en quelque sorte. Parce que les mêmes qui font des piquets de grève pour telle ou telle cause, les mêmes qui, on l'a vu récemment, il y a quand même une actualité, mais on peut s'interroger sur le contenu de cette actualité, c'est-à-dire que, sans faire de polémique, il y a une situation dramatique pour une certaine catégorie de population au travers du fait de la migration, mais le zoom, le regard des médias, le regard même des uns et des autres, n'est pas porté, il n'y a pas un focus sur le sort des femmes, c'est-à-dire que quand une situation est critique pour les hommes, elle l'est malheureusement encore plus pour les femmes. Alors, est-ce que la mobilisation est à deux vitesses? Quoi qu'il en soit, comment sensibiliser les hommes? C'est tout simplement faire comprendre, vous allez me dire comment, que leurs revendications, quand il y en a, sont légitimes, autant légitimes que le sont celles des femmes. Après, il y a tout cet aspect qui va jouer sur l'affect. On entend dire, voilà, ce sont vos filles, vos épouses, vos sœurs, et on espère en disant cela que les hommes vont être sensibilisés, sensibles à cette approche des choses. Malheureusement, force est de constater qu'il n'en est rien. D'aucuns encore vont vouloir faire valoir le fait que parce que les hommes ont subi des violences et parfois des viols, qu'ils seraient portés à répercuter cela sur les femmes. Oui, vous comprenez, il a perdu son emploi, ou il a eu une enfance très difficile, la vie n'a pas été facile pour lui, et donc on voudrait pouvoir expliquer son attitude de celui qui est violent ou qui viole par son expérience à lui. Mais ce n'est pas une raison suffisante, bien évidemment. Comment les sensibiliser? Grande est la question. Les traumatismes causés par le viol sont à la fois physiques et psychiques. Physique, bien sûr, on peut penser aux coups portés à la victime pour la faire taire, pour la maîtriser. On peut penser aux traumatismes laissés à l'orifice utilisé par l'agresseur. Par exemple, les fellations imposées à un enfant laissent des cicatrices au fond de la gorge, ce qui est connu en Amérique, mais est ignoré en France. Pourtant, ça serait une très bonne preuve, puisque ces cicatrices sont même visibles à l'âge adulte. Cependant, 96% des enfants victimes de viol ne présentent pas de traces physiques. En effet, les pires traces sont probablement les traumatismes psychiques. Les traumatismes psychiques sont provoqués par les réactions du cerveau qui, lors des actes traumatisants, se met dans un état particulier qui est complètement différent de l'état habituel et qui est ce qu'on appelle la sidération. La sidération transforme le cerveau en cerveau de défense et pour réagir plus vite, il coupe les liens avec le raisonnement et la mémoire de manière à sauver le corps de la personne traumatisée, soit par la fuite, soit par l'immobilité totale, ce qui explique que la victime ne peut pas se défendre. Cette sidération entraîne un autre phénomène qu'on appelle la dissociation et qui est un mécanisme mis en place par le cerveau pour éviter une mort par excès de stimulation, par excès de stress.
nous arrivons au terme de cette émission qui est une émission faite en hommage aux femmes victimes de violences partout dans le monde. Comme l'a rappelé notre première interviewée Radji Diatou, c'est un combat qui concerne toutes les femmes, quelle que soit leur situation géographique, quelle que soit la classe sociale, mais également quelle que soit la religion. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette émission, en particulier l'association AIDE, qui est la Fédération des associations pour le développement. Et puis enfin, je ne peux pas conclure cette émission sans remercier bien entendu l'équipe technique, HTB, Aziz Sanfo, Yann Leblon-Tafoma, Tricia, mais également Cynthia. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur Canal 2 International.